Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est très content que vous soyez venus nous accompagner pour tenter de traverser la forêt du doute. Peut-être qu'on trouvera un peu de fraîcheur, mais c'est pas garanti non plus, hein. Donc, au cas où vous ne l'ayez pas deviné, moi je suis Céline Chambon. Je suis professeure de physique-chimie dans un collège de l'Isère et je vais commencer par vous parler d'une de mes élèves, Eva. Eva, c'est une élève de quatrième. Attends. C'est une élève de quatrième. Elle a des résultats plutôt fragiles et quand on lui demande d'expliquer ses erreurs, elle ne sait pas trop quoi dire. Elle ne trouve pas ses mots. Elle va dire que c'est un peu flou dans sa tête. Par contre, un jour, elle a écrit cette phrase que je vous laisse lire derrière moi. Des élèves comme Eva, qui ont un peu du mal habituellement à expliquer leurs erreurs, moi j'en ai plein dans mes classes. Vous en avez peut-être aussi dans vos classes, dans vos salles de TD ou dans vos amphis. Et on va essayer de vous expliquer dans quelles circonstances elle a été amenée à écrire cette phrase. Donc le travail qu'on va vous présenter, c'est un travail de collaboration entre des enseignants du second degré, comme Bertrand Chartier et moi, et une équipe de l'Université Grenoble-Alpes, composée de Christian Hoffmann, de Julien Doidy et de Astor Bizarre, qui se cache quelque part dans cette salle. Et cette équipe de l'Université Grenoble-Alpes, elle est à l'origine d'un plugin Moodle qu'on va appeler le plugin des degrés de certitude et qui vise à favoriser le développement des compétences métacognitives des élèves quand ils répondent à un quiz. Donc c'est un plugin qui ajoute des éléments à un test Moodle classique. Et nous, ce plugin, à l'origine, il a été développé pour des élèves du supérieur et on a eu envie de voir ce que ça donnait si on le faisait utiliser à des élèves du second degré. Donc on va vous présenter aujourd'hui les premiers retours d'une expérimentation qui a été réalisée au printemps 2025. Donc c'est vraiment tout récent. Si jamais il y a des erreurs dans ce qu'on présente, j'en serai la seule responsable. Mais quand même, c'est une expérimentation qui a impliqué 7 enseignants de physique-chimie, donc de l'Académie de Grenoble, qui a concerné 420 de leurs élèves, donc soit des élèves de seconde, soit des élèves de quatrième. Au total, on leur a quand même posé 7500 questions de quiz, et toutes ces tentatives de test, on leur a proposé en utilisant la plateforme ELEA. Alors, la plateforme ELEA, c'est le Moodle de l'éducation nationale pour enseignement scolaire, c'est-à-dire pour les collèges et les lycées. Donc, c'est un vrai Moodle avec toutes ces fonctionnalités telles quelles, sur lequel on a rajouté quelques améliorations pour le rendre plus facile à utiliser par des plus petits, donc des collégiens ou des lycéens, et puis aussi plus facile à manipuler pour des créateurs de contenu comme les enseignants qui, eux, ne sont pas experts pédagogiques. Donc, il y a différents éléments, un menu d'édition à droite qui simplifie beaucoup la prise en main et la création de contenu, et pour les élèves, des pages de navigation explicites qui les aident dans la guidance dans le parcours. Alors, on va vous présenter les éléments du plugin, mais d'abord, on va revenir un petit peu sur un des mots qu'on a utilisé, le mot métacognition, qui peut faire un petit peu peur au début. Et surtout, on va essayer de vous montrer l'intérêt qu'on peut avoir à travailler la métacognition avec ses élèves ou ses étudiants. La métacognition, c'est ce qui permet notamment de se fixer un but d'apprentissage, de se fixer également une stratégie pour atteindre ce but, de surveiller qu'on est bien sur la bonne voie pour suivre cette stratégie et finalement d'évaluer ses résultats. Donc quand on a dit ça, c'est assez évident de voir l'intérêt que ça a pour les élèves de progresser dans ces compétences-là. Et cette idée qu'on peut avoir, elle est soutenue par exemple par le Teaching and Learning Toolkit de l'IIF. L'IIF, c'est l'Education Endowment Foundation. C'est un organisme anglais qui évalue les actions qu'on peut mener avec des élèves sous 3 aspects. L'aspect de l'efficacité de cette pratique, le coût de cette pratique, et puis le fait de savoir si cette pratique elle est soutenue ou pas par des recherches scientifiques. Donc nous, là, ce qui nous intéresse, c'est utiliser des stratégies métacognitives, qui est une des actions qui a le plus fort impact de tout le toolkit tel qu'il est actuellement. Il évolue suivant les nouvelles recherches. Cette action, elle est qualifiée de très fort impact pour un très faible coût et soutenue par des recherches nombreuses. Donc cet organisme, il donne des recommandations pour essayer de mettre ça en place avec ses élèves ou ses étudiants. Et une de ces recommandations, c'est de développer les discussions métacognitives au sein de la classe. Donc on va voir que ça s'insère assez bien avec ce que propose le plugin. Et donc, du coup, le côté, ça
ça fait beaucoup à l'éducation nationale, mais est-ce que ce plugin il est vraiment utile pour ces élèves de collège et lycée, est-ce qu'ils arrivent à s'en servir? Ben, tout à fait. Alors, je vais vous montrer, ils ont tout à fait réussi à s'en servir parce qu'en fait, ce plugin, il est très simple à utiliser. Je vais vous présenter là maintenant tous les éléments qui s'ajoutent à un test Moodle classique. Donc le premier élément qui donne son nom au plugin, c'est le tableau des degrés de certitude, qui va se situer sous chacune des questions de son test, et dans lesquelles l'élève ou l'apprenant va devoir situer son degré de certitude par rapport à sa réponse. Donc ça va de j'ai répondu au hasard à tout à fait sûr, avec différents niveaux entre les deux. Alors, on ne peut pas vous faire utiliser ce plugin en direct parce qu'il n'est pas installé sur la plateforme du Moodle Mood, mais si vous voulez vous mettre à la place d'un apprenant, vous pouvez lire la question qui est derrière moi, mettre la réponse 1, 2, 3 ou 4 sur vos doigts, et surtout vous situer, dire où vous vous situeriez sur le tableau des degrés de certitude. Au hasard, très peu sûr, très sûr de vous. Je vous rassure tout de suite, votre degré de certitude que vous indiquez n'aura aucune influence sur votre score. Si vous répondez correctement, mais au hasard, vous aurez quand même droit au point qui vous revient. Donc, les éléments suivants, donc ça c'est un élément qui est dans les questions. Les éléments suivants, ils sont dans le corrigé. Alors, pour que ça soit visible à l'écran, je vais tout découper en petites parties, mais ça se situe, c'est intercalé entre les corrigés des questions. Donc, je vous montre quand même le corrigé de la question, le cas où vous auriez répondu. La bonne réponse était la 2. La première, c'était la cognition. La cognition, en gros, c'est tout ce qui se passe quand on pense. Et la métacognition, c'est ce qui se passe quand on pense à ce qu'on pense. Voilà. Donc, ça, c'est le corrigé. Donc, tous les feedbacks insérés par l'enseignant, on les voit exactement comme dans un test classique. Mais en plus, premier élément qui est ajouté par le plugin, c'est une information sur la catégorie de votre réponse. Prenons un exemple. J'ai trouvé la bonne réponse, ouf, mais malgré le temps que j'ai passé à préparer cette présentation, j'étais pas très sûr de moi, même très peu sûr de moi. Donc le plugin, sous la réponse correcte, va m'indiquer que j'avais une connaissance fragile. Alors, avant de continuer dans le plugin, je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, comment il fait pour me dire que c'est une connaissance fragile. Pour faire ça, le dispositif, il se base sur ce que j'ai indiqué comme degré de certitude. Est-ce que j'ai répondu au hasard? Est-ce que j'ai indiqué une certitude faible? Ou est-ce que j'ai indiqué une certitude élevée? Et il va croiser ça, c'est ce qu'on voyait dans le tableau au-dessous, avec l'exactitude de ma réponse. Donc moi, dans l'exemple précédent, j'avais une réponse correcte, mais une certitude faible. Du coup, j'étais dans la case en haut à gauche. Par contre, j'aurais pu avoir, si j'étais sûr de moi, une connaissance solide, ou si je m'étais trompée, soit une erreur présumée, soit une erreur insoupçonnée. Si j'ai répondu au hasard, il me dit que j'ai répondu au hasard, c'est laissé de côté. Donc ça, c'est ce qui concerne les degrés de certitude. Déjà, rien qu'en soi, ça a un intérêt, puisque l'élève, en faisant ça, il a dû prendre un peu de recul pour analyser sa réponse. Et puis aussi, il y a des études qui ont étudié ces tests avec des degrés de certitude et qui ont montré que quand l'étudiant a conscience qu'il n'est pas sûr de sa réponse, il va être beaucoup plus réceptif au feedback qui vient derrière. Donc le fait de remplir le tableau, ça peut faire prendre conscience à certains élèves qui ne sont pas sûrs de leur réponse et donc peut-être les rendre potentiellement plus réceptifs au feedback. Deuxième manière de faire travailler la métacognition aux élèves avec ce plugin, c'est la possibilité offerte de saisir des commentaires. Il y a deux types de commentaires possibles. Les premiers, ils sont relatifs à chaque question et c'est dans le corrigé de chaque question, une zone dans laquelle l'élève peut remplir des commentaires. Deuxième endroit où l'élève peut remplir des commentaires, c'est un commentaire général sur l'ensemble de sa tentative. Ça va être situé tout en haut du corrigé, sous un graphique qu'il a aussi et qui lui montre la répartition de ses réponses en fonction des différentes catégories, réponse au hasard, erreur insoupçonnée, qu'on vous a présenté avant. Donc je crois qu'on a présenté tous les éléments. Oui. Déjà, c'est vrai qu'on va voir si ça l'aide à s'améliorer, mais aussi il faut d'abord s'assurer qu'il remplit le tableau sérieusement. Parce que tout le plugin, il repose là-dessus. Si l'élève il remplit le tableau des degrés de certitude au hasard, ça n'aura pas de signification, tout ce qu'on pourra en dire. Donc on a deux éléments rassurants sur ce point de vue-là. Donc si on se base sur le sondage qu'on a proposé aux élèves à la suite de l'expérimentation, on en a plus de 90%. On en a plus de 90% qui nous déclarent avoir été sincères quand ils ont rempli le tableau. Deuxième élément, c'est que les élèves, on a l'impression qu'ils n'hésitent pas à dire quand ils répondent au hasard. Au total,
Alors là, c'est une petite, c'est pas je sais plus combien, 7500 questions, c'est juste 3000 questions. C'est les élèves qui ont fait beaucoup de quiz à la suite parce qu'on voulait avoir quand même un peu une représentation. Donc les élèves dont on va parler là spécifiquement, ils ont fait 8 quiz de 5 questions à la suite. Donc, et parmi eux, il y en a 12% des réponses qui sont au hasard. Je vous ai mis un petit graphique, je vais prendre 1 minute pour vous le présenter parce qu'il va y en avoir plusieurs du même type. Dans ce graphique, chaque point vert, c'est un élève, un de mes élèves. En abscisse, vous aurez toujours le pourcentage des réponses correctes sur toutes ces questions. Donc, c'est sur 40 questions à peu près sur 8 semaines. Et puis, en ordonnée, ça va changer. Ici, c'est le pourcentage de réponses au hasard parmi toutes les bonnes réponses. Donc, on voit qu'on a des élèves qui répondent très peu au hasard et d'autres qui répondent souvent au hasard. Et on voit aussi que ceux qui répondent le plus au hasard, c'est ceux qui ont le moins de bonnes réponses. Pas une surprise énorme, mais quand même, on voit qu'on a très peu d'élèves qui ont les bonnes réponses qui répondent au hasard. On va continuer de vous montrer un petit peu comment ça se répartit, ce qu'indiquent les élèves dans le tableau des degrés de certitude. Donc à droite, vous retrouvez exactement le même graphique, comme ça vous pouvez reconnaître ce que vous avez vu avant. Et on va commencer par le graphique qui est tout à droite. Donc dans le graphique qui est tout à droite, ça concerne toutes les fois où l'élève avait une certitude élevée. Donc vous l'a dit, je suis très sûr de moi, tout à fait sûr, c'était 80%, 95% et 100% de certitude. C'est l'option qui est choisie le plus souvent, plus de 60% des réponses. Et puis au milieu, on a la répartition des élèves quand ils ne sont pas sûrs d'eux, donc quand ils indiquent 30% ou 60% de certitude, et ça représente à peu près 25% des réponses. Si on regarde dans le détail, on voit encore des différences en fonction du profil d'élève. On voit que dans les élèves qui répondent correctement, donc ceux qui sont à droite du graphique, c'est ceux qui sont le plus sûrs d'eux. Voilà, on va le revoir encore ensuite. Et par contre, pour les certitudes faibles, ça concerne tous les élèves. On a des bons élèves et des élèves fragiles qui déclarent être peu sûrs d'eux sur au moins certaines questions. Mais ceux qui le sont le plus souvent, les élèves qui le sont le plus souvent, c'est quand même souvent des élèves qui ont aussi plus de mal à donner des réponses correctes. Si on se contente de regarder les moyennes, on pourrait se dire que les élèves, finalement, ils arrivent bien à estimer la fiabilité de leurs réponses, parce que ce que vous voyez là, 62% de bonnes réponses, 62% de réponses certaines, ça correspond aussi à peu près au pourcentage de bonnes réponses. J'ai regardé ça, sur ces quiz-là qui sont sur les graphiques, j'ai 64% de réponses correctes. Donc vous voyez, on pourrait se dire, super, 62% de bonnes réponses, 62% de certitude, les élèves, ils arrivent super bien à estimer leur certitude. En fait, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Donc sur ce graphique, on vous présente, donc chaque point vert c'est encore un élève, un indice qu'on a essayé de développer là justement pour étudier un peu les résultats de cette étude qui essaye d'estimer la lucidité des élèves. On est un peu en train de tâtonner quant à son indice, mais quand même il nous paraît assez parlant. Je vous explique un peu comment il fonctionne. Un élève qui a 1, c'est un élève qui chaque fois qu'il est sûr de lui, obtient une réponse correcte et obtient une réponse incorrecte chaque fois qu'il était peu sûr de lui. Un élève qui serait à 0, c'est un élève qui aurait vraiment du mal à estimer la fiabilité de ses réponses. Chaque fois qu'il est sûr de lui, il obtiendrait une réponse fausse, et chaque fois qu'il n'est pas sûr de lui, il aurait juste. Et au milieu, à 0,5, c'est les élèves qui n'arrivent pas à estimer leur certitude. Quand ils sont sûrs d'eux, ils ont autant de chances de répondre juste que de répondre faux. Ce qu'on voit très nettement, c'est que plus les élèves répondent correctement aux questions, plus ils sont capables d'estimer correctement la fiabilité de leurs réponses. Ensuite, ça décroît lentement jusqu'à atteindre une sorte de plateau. D'accord ? Donc globalement, on n'a pas beaucoup d'élèves qui sont à 0,5, ils sont tous un petit peu au-dessus. Si on regarde plus finement, c'est aussi intéressant. Par exemple, si on se place sur une verticale, c'est des élèves qui ont à peu près le même taux de réussite. On voit dans l'ovale en haut à droite des élèves qui, par exemple, ont plus de mal à estimer la fiabilité de leurs réponses que les autres de même niveau au niveau de l'exactitude des réponses. On voit des élèves inverses qui arrivent à estimer la fiabilité de leurs réponses aussi bien que des élèves qui ont des résultats bien meilleurs qu'eux. C'est le petit rond et on compare sur une verticale. Donc si l'enseignant a accès à ces informations, ça peut lui faire des informations pour proposer des aides à ses élèves. Et du coup, les commentaires, les élèves, ils arrivent à commenter? Spontanément, si on leur dit rien de précis, les élèves, ils n'écrivent pas trop de commentaires. Donc pendant l'expérimentation, on a essayé de les guider un peu, soit en leur donnant un objectif, par exemple, expliquer pourquoi on s'est trompé,
ou s'écrire un conseil à soi-même pour la prochaine fois. On a aussi essayé de leur donner parfois des exemples de commentaires. Par exemple, j'ai confondu telle chose et telle chose. Qu'est-ce qu'ils écrivent dans les commentaires, les élèves? Là, on voit aussi un grand contraste entre les élèves en réussite et les élèves fragiles. Si on reprend l'exemple de j'ai confondu, un élève en réussite, il va nous dire j'ai confondu produit et réactif dans un quiz sur les transformations chimiques. Un élève fragile, il va plutôt écrire j'ai confondu. Il va recopier sans que ça soit adapté. Quand on leur demande de s'écrire un conseil à soi-même pour la prochaine fois, on a le même contraste. En haut, les élèves en réussite, ils arrivent à se donner des conseils et vraiment à mettre en place des stratégies métacognitives. Il faut que je réfléchisse plus longtemps quand je vois que je suis peu sûr de moi. Les élèves fragiles, dans le meilleur des cas, ils vont s'écrire révise plus chaque semaine, toujours, ou ils vont se faire un commentaire, ou ils vont se dévaloriser, ou ils vont mettre juste un emoji. On va terminer avec ce que disent les élèves de ce plugin. Donc déjà, ils voient beaucoup mieux l'intérêt des degrés de certitude que de ceux des commentaires. Il y a quand même des fortes variations entre les classes, des fortes variations entre l'âge. Les élèves plus âgés de seconde voient plus l'intérêt que les élèves un peu plus jeunes, et aussi des différences en fonction des profils des élèves. Quand on leur demande spontanément ce qu'ils ont trouvé d'utile au fait d'exprimer leur degré de certitude, et bien là c'est très intéressant parce qu'en fait c'est plein de choses qui les concernent, en particulier que ça leur donne confiance en eux. Des choses auxquelles on pouvait plus s'attendre, que ça les pousse à travailler plus, s'ils répondent au hasard, que ça les aide à savoir quoi revoir. Mais aussi, ils pensent aux enseignants et certains d'entre eux ont conscience que ça va aider l'enseignant à trouver les notions qu'il faut revoir ou sur lesquelles il faut revenir. Les élèves qui trouvent inutile d'exprimer leur degré de certitude, le principal chose qu'ils nous disent, c'est que comme ça ne change pas leur note, ça ne sert à rien. Là, c'était 65% qui trouvaient utile d'exprimer son degré de certitude. Pour les commentaires, donc c'est plutôt 40% qui trouvent ça utile. Donc pareil, des choses qui permettent de comprendre leurs erreurs, des choses qui permettent de réfléchir, et des choses aussi qui aident les enseignants. Si l'enseignant lit les commentaires, il aura plus d'informations pour nous aider. Ceux qui trouvent ça inutile, c'est parce qu'ils n'en ont pas vu l'intérêt ou qu'ils ont trouvé ça pénible d'écrire des commentaires quand on leur disait écris un commentaire pour certaines questions. En plus d'agir sur la métacognition, l'enseignant il peut espérer agir sur l'engagement des élèves et l'attention qui portent au corrigé, de lutter un peu contre ces élèves qui répondent à toute vitesse aux questions et qui prennent même pas le temps de consulter le corrigé. Quand on soumet ces propositions aux élèves, ils sont d'accord avec nous. Et ils disent que oui, ça les a incités à lire le corrigé et que ça les a incités à réfléchir à leurs propres erreurs. Dans certains cas, ils n'ont pas hésité à nous dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on leur proposait. Mais bon, c'est quand même du déclaratif, c'est juste basé sur ce qu'ils nous ont dit. Oui, en fait, ce titre, il tombe assez bien. Parce que quand on leur soumet des propositions pour les questionner sur les changements induits par le fait de remplir le tableau des degrés de certitude, donc ils nous disent que ça les a poussés à réfléchir davantage, à relire la question, mais aussi à hésiter plus. Donc ils ont traversé la forêt du doute. Mais ils nous disent aussi que finalement, ils étaient plus sûrs d'eux. Donc ils ont peut-être bien réussi à traverser avec nous la forêt du doute pour consolider leur certitude. Pour finir, quelques conseils. Si vous souhaitez utiliser le plugin avec vos étudiants, bien leur expliquer, ou vos élèves, bien leur expliquer que ça n'a pas d'impact sur la note. Plutôt commencer par une utilisation avec eux, que de les laisser faire en autonomie. Et pour les commentaires, ne pas hésiter à donner un objectif précis aux commentaires, cibler les catégories de questions pour lesquelles vous leur demandez d'écrire des commentaires pour pas trop les surcharger. Et puis, pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, les accompagner plutôt individuellement. Pour conclure, on ne peut que vous encourager à essayer ce plugin avec vos élèves et vos étudiants. Il a été plébiscité par tous les enseignants qui ont participé. Il ne pose pas de difficultés d'utilisation et il offre aux enseignants des possibilités pédagogiques inédites. Quelques remerciements pour finir aux élèves qui ont participé, aux enseignants et aux personnes qui ont permis à cette étude d'avoir lieu et à cette présentation aussi.